Ce jour-là, même Big Ben a trouvé le temps long. 23 juin 2016, les Britanniques se rendent aux urnes pour voter pour ou contre le Brexit, un référendum historique. Le Royaume-Uni a voté pour sortir de l'Union européenne. Avec 51,89% des voix en faveur du Brexit, les Britanniques claquent alors la porte de l'UE. Une victoire pour le camp des Brexiteurs qui avait fait campagne à coups de slogans et de promesses chocs. Nous voulons récupérer nos frontières, nous voulons récupérer nos passeports et notre pays. Mais la success story annoncée a pris des allures de very bad trip. L'euphorie est retombée. 10 ans plus tard, les Britanniques ont des remords. Beaucoup considèrent que le Brexit était une erreur. Le Brexit a été un véritable désastre pour le pays, non seulement sur le plan économique, mais aussi pour la perte de liberté de circulation, les pertes d'opportunités d'emploi. C'est une génération de jeunes sacrifiés. Le Brexit n'a pas débouché sur la prospérité escomptée. Le rétablissement des frontières n'a pas permis de stopper l'immigration et les traversées irrégulières de la Manche. Tout cela sur fond d'instabilité politique et de démission en série. 6 premiers ministres en 10 ans. Le dernier en date, Keir Starmer, a démissionné hier. Critique envers le Brexit, il avait amorcé un rapprochement avec Bruxelles. Nous avons conclu cet accord historique avec l'UE pour resserrer nos liens. Il marque une nouvelle ère dans nos relations et cet accord est gagnant-gagnant. Alors, le successeur de Keir Starmer au 10 Downing Street sera-t-il sur la même ligne? Et si le Royaume-Uni frappait de nouveau à la porte de l'UE? Les 27 seraient-ils sensibles aux avances des Britanniques? Nos 3 invités pour ce débat, Jeremy Stubbs, bonsoir, directeur adjoint de la rédaction de la revue Causeur. Vous êtes président de l'association des conservateurs britanniques en exil, enfin à Paris donc, association en sommeil. Selon vous, les Français ont le réflexe d'attribuer tout ce qui va mal au Royaume-Uni au Brexit. Et vous ajoutez, il est vrai qu'il y a une majorité de Britanniques qui pensent que c'était une erreur, mais pas au point, a priori, de vouloir réintégrer l'Union européenne. À côté de vous, elle ne sera pas forcément du même avis, Adina Révol, bonsoir, essayiste, ancienne porte-parole de la Commission européenne en France, prof affilié à Sciences Po. Selon vous, le Brexit est un échec. La situation économique des Britanniques le prouve. Elle a empiré. L'immigration est toujours là. La solution pour le Royaume-Uni, revenir dans le doux giron de l'Union européenne. Et à côté de vous, Clémence Fourton, bonsoir. Vous êtes maîtresse de conférence en études anglophones à Sciences Po Lille. Dernier essai, idées reçues sur le Royaume-Uni. Vous estimez que l'hypothèse d'un retour des Britanniques dans l'Union européenne est assez peu probable, mais il faut faire attention aux pronostics. Peu de gens avaient vu venir le Brexit. Ce qui est sûr, vous ajoutez, c'est que celui-ci a profondément divisé le pays et a priori, personne n'a envie de rouvrir le débat. L'aviez-vous venir, le Brexit ? Et non, je fais voilà. Partie de celles et ceux qui ne l'ont pas vu venir. C'est ça. On démarre le débat, Benjamin, avec le mot du jour. Oui, regret, un néologisme formé autour de Brexit et regret, pour traduire le sentiment donc d'une majorité des Britanniques aujourd'hui. Si l'on en croit à un sondage fait pour le Conseil européen pour les relations internationales, 57% des Britanniques estiment que c'était une erreur pour le Royaume-Uni de quitter l'Union européenne et une majorité également, 52%, serait même prête à faire marche arrière et réintégrer l'Union européenne. Jeremy Stubbs, regrets or no regrets pour vous d'avoir voté le Brexit? Il y a un autre sondage qui dit que 60% ne seraient pas prêts à lâcher la souveraineté pour pouvoir réintégrer le marché unique. Donc c'est très contrasté. Je pense que tout le monde sait maintenant, tous les gens raisonnables, que c'était une erreur et que maintenant il faut quand même se rapprocher de l'Europe, être le plus ami possible avec l'Europe. Et il y a quelqu'un qui nous pousse dans cette direction, qui veut absolument qu'on soit européen. C'est qui? Donald Trump. Parce que lui, il ne veut pas de nous, il ne veut plus de l'Europe, mais il veut que tous, on paye plus pour notre défense, donc il nous jette dans les bras les uns des autres. Mais vous, s'il y avait un référendum, vous revoteriez? Je voterai contre le Brexit de nouveau, ça c'est sûr. Donc pas de regret pour moi. Pas de regret pour vous. Et Adina Révol, est-ce que 57% des Britanniques qui pensent que le Brexit est une erreur, est-ce qu'en cas de nouveau référendum, vous pensez que le Britain l'emporterait ou pas? Ou ça c'est une illusion?
Je pense qu'il ne faut pas gouverner sur les sondages. Mais en tout cas, il faut gouverner sur les réalités. Donc, le Brexit a été une formidable campagne de communication et peut-être aussi une campagne de gérance étrangère. Parce que vous vous rappelez, il y avait quand même le scandale Cambridge Analytica, le micro-ciblage. Donc, peut-être que c'était également une petite influence russe qu'on a vu depuis augmenter dans les différentes campagnes électorales européennes. Mais en tout cas, ne gouvernons pas au sondage. Mais vous avez raison, Trump, en fait, la géopolitique a changé depuis le Brexit. Et le Royaume-Uni a besoin de l'Europe, mais l'Europe a aussi besoin du Royaume-Uni, parce que Poutine, n'oublions pas, il fait la guerre à l'Est. Donald Trump veut faire payer l'Europe, enfin, veut tuer l'Europe d'une certaine façon. Donc, on a besoin l'un de l'autre. Et donc, il faut trouver un moyen de danser le tango à deux à nouveau. Clémence Fourton, il y avait des promesses liées au Brexit, notamment le contrôle des flux migratoires. Ça n'a pas été tenu. Non, effectivement, en tout cas, le solde migratoire a augmenté depuis le Brexit, ce qui, à mon sens, montre au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, bien sûr, oui. Ce qui montre, à mon sens, que le Brexit était une mauvaise réponse à des questions sociales et un sentiment aussi de déconnexion vis-à-vis du politique qui se manifeste de différentes façons au Royaume-Uni. Je pense que les volontés d'indépendance montrent aussi qu'il y a une forme de sentiment d'être éloigné du politique, en tout cas d'être mal représenté à Westminster. Et de ce point de vue-là, le Brexit était une réponse à ces questions-là, mais qui n'a pas répondu comme les Britanniques l'attendaient. Jeremy Stubbs, pourquoi le Reform UK, qui est ce parti populiste avec Farage, qui est haut dans les sondages, justement, emporte les suffrages des Britanniques, alors que, bonne partie d'entre eux voudraient aujourd'hui revenir dans l'Europe, si on en croit le sondage que l'on vient de présenter? Parce que Reform UK n'est pas identifié nécessairement avec le Brexit. Ce n'est pas la question qui est mise en avant, mais plutôt des questions d'immigration et aussi de défense. Et puis, Reform UK, ils n'ont jamais été au pouvoir, donc ils n'ont pas été testés. Et on verra bien si jamais ils sont au pouvoir, s'ils sont capables de gouverner. Ça, c'est une autre histoire. Mais parce qu'Adina Roland avait compris aussi que certains disent qu'on n'est pas allé assez loin dans le Brexit et que c'est pour ça aussi que le parti est aussi haut dans les sondages. Est-ce que c'est une des raisons finalement qui le porte? C'est-à-dire on n'a pas fait ce qu'il fallait, on est pour le Brexit, mais il n'a pas été mené de la meilleure manière. En tout cas, il y a un sentiment de dégagisme dans le Brexit. Et donc finalement, le Brexit est la première étape. Et maintenant, la deuxième étape, justement, c'est de remplacer les partis traditionnels qui ne donnent pas de résultats. Et effectivement, le Reform UK n'a jamais gouverné, donc donnons-lui une chance. Et puis, Nigel Farage, c'est un très bon communicant, en fait. Donc, là où Keir Starmer a essayé de faire plaisir à tout le monde... Le Premier ministre démissionnaire, donc. Finalement, il a fait plaisir à personne. Il a beaucoup hésité, alors qu'il avait un mandat quand même en or pour le Royaume-Uni. Et donc, sans parler de Tories, qui sont complètement divisés. Donc, les conservateurs. Donc, finalement, c'est une figure charismatique. Il va boire des pintes de bière dans les pubs. Donc, justement, c'est pour ça qu'il est également populaire. Alors, certaines régions britanniques, comme le Pays de Galles, veulent se détacher de Londres pour pouvoir rejoindre l'Union européenne. Écoutez le Premier ministre gallois là-dessus. This is a moment 100 years in the making, a moment in which we hold the promise and ambition of a nation. Wales demanded a new beginning, and now a new dawn beckons. But we have not yet reached the destination, far from it. We're just setting out on our journey. Clémence Fourton, l'Écosse aussi, apparemment, est dans la même situation. Est-ce que le Brexit a relancé les projets sécessionnistes en Grande-Bretagne? Alors la situation est un peu différente pour le Pays de Galles et l'Écosse, puisque l'Écosse avait voté contre le Brexit, avait voté Remain, ce qui n'était pas le cas du Pays de Galles, qui avait voté comme l'Angleterre. Et l'Irlande du Nord avait fait comme l'Écosse, elle était plutôt était même largement pour rester dans l'Union européenne, pour le Remain. Donc les situations sont différentes. Néanmoins, effectivement, post-Brexit, ça a provoqué une relance du sentiment nationaliste et indépendantiste en Écosse,
tout cas le parti nationaliste écossais, le Scottish National Party de Nicola Sturgeon, a beaucoup mis en avant le fait que le Brexit était une décision qui avait été prise contre l'avis des Écossais et que du coup ça justifiait une sécession en fait du Royaume-Uni. Du côté gallois, la situation est plus compliquée en fait parce que il y a des donc c'est assez nouveau effectivement. Alors les niveaux de soutien à l'indépendantisme gallois sont pas du tout ceux de l'Écosse. On est autour de 30%. Mais c'est plus fort en Écosse. C'est beaucoup plus fort en Écosse. Ouais. Mais à l'échelle du Pays de Galles, c'est une progression quand même au cours des dernières années. Et en fait, la situation est très contrastée selon les électorats. C'est-à-dire que les Gallois qui sont nés en Angleterre ou qui ont de forts liens avec l'Angleterre, en fait, ils sont plutôt alignés sur la position anglaise. Et dans les communautés très post-industrielles, très défavorisées, où vous avez beaucoup de gens qui parlent le gallois, en fait, ces gens-là sont plutôt europhiles. Vous voulez réagir à ça? Sinon, on va évoquer un rapprochement qui va vous intéresser, Jeremy Stubbs. Ah bon, un rapprochement? Oui, voilà. Un rapprochement, il est toujours partant. Un rapprochement, c'est vous qui allez nous l'expliquer, Anna. Erasmus va être remis en activité. Oui, le Royaume-Uni va réintégrer le programme européen Erasmus et c'est une victoire pour tous les fans de l'auberge espagnole. Vous savez, ce film de Cédric Clapiche qui a popularisé ce programme d'échange universitaire en Europe et les relations entre étudiants de différents pays. On va le voir, il y avait Xavier le Français et Wendy l'Anglaise qui se rencontrent à Barcelone pendant leur parcours Erasmus, qui vont se marier, etc., etc. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc, le Royaume-Uni va réintégrer à partir de 2027 le programme Erasmus, 6 ans après en être sorti, pour le plus grand bonheur des étudiants, mais aussi des universités. Le gouvernement britannique estime que 100 000 étudiants pourraient en bénéficier dès la saison 2027-2028. Un étudiant de Manchester pourra donc partir faire un semestre à Budapest, à Rome ou à Vilnius en payant uniquement les frais d'inscription de son établissement d'origine. Et ça fonctionne aussi dans l'autre sens. Et c'est bien ça le concept Erasmus. L'Union européenne couvre les frais supplémentaires grâce à des fonds publics européens et octroie des bourses comprises entre 300 et 700 euros par mois à tous les participants. Coût total de cette contribution pour le Royaume-Uni, 650 millions d'euros par an. Et puis, comme je le disais, les universités britanniques, elles aussi, se réjouissent parce qu'elles ont vu leur nombre d'inscrits européens fondre comme neige au soleil après le Brexit. Elles sont aujourd'hui en grande difficulté financière et elles jouent pour la plupart encore leur survie. Jeremy Stubbs, est-ce que le fait de réintégrer le programme Erasmus, c'est le premier pas concret vers un rabibochage entre Londres et l'Union européenne? Bien sûr, bien sûr. C'est comme le bon vieux temps qui revient. Mais il y a une remarque à faire, qui est que les universités britanniques, qui sont en difficulté aujourd'hui, dépendent, et surtout financièrement, d'étudiants indiens, chinois, africains. Et d'ailleurs, extra-européens, donc. Voilà, exactement. Et la grande vague justement d'immigrés au début du règne de Boris Johnson, c'était en grande partie des étudiants, des visas d'étudiants. Donc ça, c'est un grand pas dans la bonne direction. Ça ne va pas sauver malheureusement les universités britanniques qui ont trop dépensé, trop investi, trop ingurgité tout le fric qui venait de ces pays, surtout de la Chine, et qui sont maintenant tout grossi, mais sans agilité. Donc ça, c'est une bonne chose pour moi. Dina Revol, il y a un an, Keir Starmer, le Premier ministre sortant, donc défendait une remise à plat des relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, avec par exemple un accord commercial. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce que le Premier ministre qu'on pressentit, Andy Burnham, qui est aussi un travailliste, est-ce qu'il va rester sur cette ligne-là? Est-ce qu'on va vers un rapprochement progressif ou pas du tout? C'est politiquement trop dangereux, trop risqué. En tout cas, Andy Burnham, il est plutôt sur des positions plus. En tout cas, il s'est exprimé publiquement sur un rapprochement à plus long terme de l'Union européenne. Mais le reset de Keir Starmer, en fait, on peut pas. C'était quoi concrètement? C'est-à-dire se renforcer justement la coopération d'une certaine façon. Pragmatique, et il voulait à la Keir Starmer faire le Brexit, pour faire en sorte que le Brexit marche en fait. Donc il a rapproché en matière de défense, il a signé sur justement pour Erasmus, il a intégré le programme de recherche Horizon Europe, et puis effectivement il a lancé également l'idée d'une négociation, parce que c'est en cours de négociation, d'un grand marché phytosanitaire avec l'Union européenne. Parce qu'en fait, même, on a un accord de 2020. L'accord de 2020, c'est 0 droit de douane. Mais
vous avez des barrières non tarifaires. Et lorsqu'un produit attend à la douane, il subit des contrôles phytosanitaires, c'est un gros sujet pour les entreprises, notamment les PME. Et donc, c'est ça qu'il a fait. Mais ça ne suffit pas, parce qu'en fait, pour revenir dans l'Union européenne, il faut accepter la libre circulation. Et donc, c'est ça le problème. C'était une des barrières qui avait été mise par Keir Starmer pour ce reset. Oui, tout à fait. Le reset, en fait, pour moi, il ne peut pas aboutir vraiment à une vraie remise en question des rapports avec l'Union européenne, puisque les lignes rouges qui sont posées, c'est pas de retour dans l'union douanière, pas de retour dans le marché unique et pas de libre circulation. Donc, en fait, à partir de là, les marges de manœuvre, elles sont vraiment limitées. C'est pour ça qu'Erasmus, le retour dans Erasmus, moi, en tant qu'universitaire, je m'en réjouis vraiment vivement, mais ça reste en fait relativement marginal. Oui, c'est très symbolique, je suis d'accord là-dessus. C'est tout à fait... voilà. Ouais, mais Dina Rovere, au fond, vous voulez que la Grande-Bretagne, sa place est dans l'Union européenne ou pas? Parce que certains, on disait, c'est un cheval de Troie. Et tant mieux si la Grande-Bretagne est partie, Jeremy Stubbs. Ouais, le premier à avoir dit ça, c'est le général de Gaulle, qui a refusé 2 fois l'adhésion du Royaume-Uni à l'Union européenne. Dans le monde aujourd'hui, dans le monde de Trump, de Poutine et de Xi, on a besoin d'une union forte, et Xi Jinping, donc on a besoin d'une union grande. La grandeur la grandeur géographique, c'est un facteur de puissance. Et puis le Royaume-Uni, c'est 67 millions d'habitants. Le marché européen, c'est 450 millions. Donc on a besoin l'un de l'autre. Ouais. Et Jeremy Stubbs, pour vous Je pense qu'en fait, le plus grand problème du Brexit, ce n'est pas sur le plan économique ou sur le plan d'immigration. Beaucoup de ces problèmes, on les aurait eus quand même, en fait, à la fin. Le grand problème, c'est qu'on a perdu, et l'Europe aussi, tout ce temps où on aurait dû s'occuper de la menace russe, de l'agression russe, mais aussi de la pression commerciale et industrielle de la Chine. Et pourtant, on a été focalisé sur cette négociation. Cette négociation, des deux côtés, c'est un triomphe de la démocratie. Oui, mais si l'Angleterre revenait, si la Grande-Bretagne revenait, est-ce que ça aiderait à régler tous les contentieux dont vous parlez? Est-ce que ça nous permettrait d'avoir une Europe de la défense plus solide face à la Russie? En fait, c'est ça le problème. Il faut régler ces problèmes avant de revenir. Et entre-temps, il faut s'occuper ensemble des menaces extérieures. C'est ça qui va apporter l'unité dans un premier temps. Et s'il y avait retour dans le giron de l'Union européenne, ça se passerait comment, Clémence Fourton? Est-ce que le Royaume-Uni, du coup, devrait suivre les procédures comme si c'était la Moldavie? Ou est-ce qu'il y aurait des passe-droits, quoi? Effectivement, et en fait l'Union européenne est en position de force. Là, le Royaume-Uni n'est pas vraiment en position de négocier un retour selon ses propres termes. Donc ça me paraît compliqué, puisque par exemple, il y aurait même pas un retour en fait à la situation antérieure, c'est-à-dire les formes de dérogation qui existaient, donc d'être pas dans Schengen, d'être pas dans la zone euro, etc. Là, l'Union européenne dit en fait, si vous revenez, c'est pas à ces conditions-là. Donc ce serait même un retour en arrière, ce qui rend, à mon avis, l'hypothèse d'un retour dans l'UE peu probable, en tout cas à court terme, mais à plus long terme, peut-être à l'échelle d'une génération, c'est des choses qui changent rapidement aussi, qui changent, oui, rapidement à moyen terme. L'euroscepticisme ne date pas de ces 5 dernières années. Depuis 2008, en fait, les sondages montrent que, donc c'est sur 20 ans que ça se joue, qu'il y a une majorité de Britanniques qui exprimaient un désir de sortir de l'Union européenne. Donc je pense que c'est plutôt à ces échelles de temps-là qu'il faut le penser, de même que la génération, les gens qui sont nés en 2000, qui n'ont pas pu voter au moment du référendum, mais qui étaient de jeunes adultes suivant la politique, ceux-là, ils aimeraient revenir dans le Royaume-Uni, dans l'Union européenne, pardon. Donc ils y sont toujours. Donc c'est à cette échelle-là qu'il faut le penser. Oui. On vous demandera juste après si le pays est encore fracturé, comme il l'avait été précisément au moment du vote, puisque regardez, ça va être notre archive, il y a un tout petit peu plus de 10 ans, la dernière semaine de campagne autour du Brexit avait été marquée par un assassinat politique, carrément l'assassinat de la députée travailliste Jo Cox. Regardez. Des fleurs, des bougies, des messages en mémoire de la députée travailliste pro-européenne assassinée hier. Le Premier ministre David Cameron s'est rendu cet après-midi à Birstall, dans cette ville du nord de l'Angleterre où Jo Cox a été assassiné, pour lancer un appel à la tolérance. Là où nous voyons de la haine, là où nous voyons des divisions, nous devrions les chasser de notre vie politique, de notre vie publique, de nos communautés. Le meurtrier présumé que l'on voit ici à gauche a été rapidement interpellé. Thomas Mair, présenté par les médias britanniques comme un proche de l'extrême droite, aurait crié lors de l'attaque « Britain first », la Grande-Bretagne d'abord. Quelques heures avant sa mort,
son mari postait sur Internet cette photo sur un bateau en famille avec l'étendard du oui à l'Europe. Jeremy Stubbs, la radicalité, les violences ont été exacerbées après le Brexit, ont été causées par le Brexit, vous diriez, ou pas? Non, je ne pense pas. Le Brexit, c'est un avatar des tensions, mais le propre de nos sociétés aujourd'hui, c'est d'être fracturées. Et ces fractures, ça évolue constamment, ça change, ce ne sont plus les mêmes aujourd'hui qu'avant, mais il y a quand même des différences générationnelles. Et c'est là où il y a une évolution, parce que, il faut le dire, s'il y a du regret aujourd'hui, ce n'est pas tellement les gens qui ont changé d'avis, c'est que beaucoup de gens qui ont voté pour le Brexit ont quitté ce monde. Donc maintenant, il y a plus de gens nés après qui sont pour l'Europe. Vous voulez réagir? Oui, moi je ne partage pas ce constat. Je pense que le Brexit a vraiment libéré une parole xénophobe, europhobe, raciste même, et que ça a jeté de l'huile sur le feu. Les émeutes à Belfast contre, on a parlé de pogrom, contre des personnes issues de l'immigration ou perçues comme telles, à mon avis, ça c'est créé par la libération de la parole. Sans le Brexit, ça n'aurait pas eu lieu, vous pensez? En tout cas, enfin, on peut toujours supputer, mais en tout cas, les prises de parole d'un Nigel Farage, par exemple, ont, à mon avis, vraiment contribué à ce climat très inflammable. Et les algorithmes de Elon Musk. Justement, puisqu'on parle des États-Unis, Adina Rova, est-ce qu'on se poserait la question de la retour de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne si les relations avec les États-Unis étaient meilleures à ce moment-là? On ne se dirait pas il faut qu'ils reviennent. C'est que l'alliance avec l'Atlantique ne fonctionne pas avec Trump. C'est ça qui est la grande déception aujourd'hui pour le Royaume-Uni, non? Plus que le retrait de l'Europe. Non, c'est plus large que ça, parce qu'il y a quand même au niveau économique et au niveau de l'immigration, en fait, ça n'a pas marché, en fait. Donc, on voit bien que le take back control, c'était juste un slogan, take back control, donc reprendre le contrôle, ça n'a pas fonctionné. Et ils ont besoin, donc, ils ont pris en main, je dirais, leur souveraineté, mais derrière, ils n'ont pas pris en charge la démographie. Et puis ça, ils ont besoin de main-d'œuvre. Or, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ils ont remplacé le plombier polonais par les Indiens, les Pakistanais et les Chinois. Et c'est ça qui nourrit Reform UK. Il y a quand même un problème ici. On risque de répéter l'erreur avant le Brexit, c'est-à-dire de dire s'il y a des gens dans la rue qui se manifestent, qui créent des émeutes, c'est la faute à Musk, à Farage. C'est-à-dire, vous êtes des classes populaires, vous êtes des imbéciles, on vous dit que ce n'est pas ça, vous êtes manipulés. En fait, il y a une vraie colère qui est exploitée par Reform, mais qui n'est pas créée par Reform. Et si on continue à parler de haut à ces gens-là, on va répéter la même révolte. Merci, en tout cas c'était le mot de la fin, et merci à tous les trois d'être venus débattre.